Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur la ludicisation des apprentissages. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Samuel Bernard. Samuel est un passionné de l'innovation pédagogique, notamment tout ce qui tourne autour de la gamification, la ludification, la ludopédagogie, bref, partout où l'apprentissage rencontre le jeu. Enseignant de primaire de formation, il est maintenant conseiller pédagogique et accompagne d'autres éducateurs dans la mise en œuvre de leurs projets ludifiés, autant avec les élèves que dans des contextes de formation continue. Nous avons eu le plaisir de pouvoir collaborer avec Samuel au cours des dernières années. J'ai donc eu le goût de faire le point avec lui sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à la ludicisation des apprentissages? » Samuel, quel grand plaisir de pouvoir discuter avec toi de ludicisation des apprentissages. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'en discuter puis de partager cette belle pratique-là. Ben oui, puis je pense que j'ai bien compris à avoir travaillé un peu avec toi que c'est une passion, dans le fond, pour toi, là, cet élément ludique dans les processus d'apprentissage. Mais là, tu sais, pour bien comprendre, là, toi, dans ton parcours, ton jeune parcours, dans le fond, en éducation, c'est arrivé quand, cet intérêt-là là, pour la ludicisation? C'est arrivé un peu par petites bouchées au début. J'ai de la misère à mettre le doigt sur exactement qu'est-ce qui m'a introduit au concept de l'utilisation, mais ça a parti d'une rencontre avec Monsieur Éric Tremblay, oui. Anciennement enseignant de 6e année à Alexander Wolf, maintenant direction adjointe, je pense, là-bas, si je me souviens bien, qui avait un fonctionnement de classe assez unique. Puis j'avais eu la chance de venir faire la suppléance là, dans sa classe. Puis ça n'a pas parti directement en lien avec la ludicisation. Lui, c'était plus ce qui m'avait frappé, c'était la gestion participative. Ses élèves se géraient eux-mêmes, si on veut, puis ils étaient très engagés dans la vie de classe, dans la vie scolaire. Puis, j'ai fini par le rencontrer, puis en parler, puis j'ai comme remarqué que au-delà de tout ça, il y avait comme une espèce d'ambiance ludique qui flottait autour. Il y avait l'air d'avoir une thématique de jeu, des personnages. On voyait que le monde du jeu vidéo principalement, puis des films, la culture populaire, était visible puis était vivante dans la classe. Fait que ça m'a comme sonné une cloche. Puis là, j'ai vu qu'il faisait un espèce de jeu de rôle, si on veut, avec ses élèves au travers. Là, je veux pas parler pour lui, je veux pas dire exactement ce qu'il faisait parce que, c'était des cours d'entretien quand même. Mais bref, ça m'a sonné une cloche. Puis, au début, j'ai ramené ça dans ma classe, mais je ne referais pas ça aujourd'hui. Là. C'était vraiment... Il n'y avait pas d'intention pédagogique par rapport à ça. C'était comme des petits moments que je prenais avec ma classe. J'avais une classe assez difficile cette année-là, mais je faisais comme des petites pauses où j'improvisais. Je fais de l'improvisation depuis longtemps, fait que c'était assez facile pour moi. Là. Fait que j'intégrais ça. Je leur inventais une histoire un peu, puis il y avait des roulements de dés au travers, un peu comme dans un Donjons et Dragons. Puis je faisais juste ça, puis je voyais... On touchait quelque chose. Là. Je voyais que mes élèves, pendant un petit instant, ils étaient accrochés à ce qui se passait, puis ils en auraient voulu plus. Mais bon, j'aurais pas pu faire ça toute une journée et je n'aurais pas fait mon rôle d'enseignant. Mais c'est ça, j'ai comme eu une petite étincelle qui s'est allumée. Fait que là, j'ai voulu en apprendre plus, puis je suis éventuellement tombé, sûrement avec une recherche YouTube ou Google sur des enseignants, puis là, c'était plus dans le milieu anglophone de l'éducation. J'ai vu un enseignant, Scott Hebert, en Alberta, qui, lui, avait ludicisé son année scolaire au complet, un enseignant de sciences au secondaire. Là, j'ai vu, OK, ça peut vraiment être une expérience flyée. Puis je me suis acheté des livres là-dessus. J'ai commencé, là, l'aventure a vraiment commencé. Puis d'une année à l'autre, d'une année scolaire à l'autre, j'ai fait la transition complète. Fait que pendant l'été, entre l'année que je venais de finir là, puis la suivante où j'ai eu un contrat en 6e année pour une demi-année, je me suis dit, je me lance, je le fais. Fait que je me suis doté d'outils, puis c'est un peu là que j'ai vraiment expérimenté, puis je me suis lancé dans le vide, dans le fond. J'ai pris le risque, puis à partir de là, j'ai construit là-dessus, puis je me suis encore plus documenté, renseigné.
suis devenu de plus en plus curieux là-dessus. Puis éventuellement, ben, c'est comme devenu une expertise. Là, je veux pas, à force de lire là-dessus, j'ai perfectionné un peu tout ça. Puis j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mais là, maintenant, je suis fier de dire que je peux quand même être une référence pour les personnes qui s'y intéressent puis qui veulent savoir pourquoi s'intéresser à la ludicisation. Absolument. Puis je pense que c'est ça, ça me semble être un sujet qui est exploré en éducation, qui est, on pourrait dire, relativement nouveau, peut-être notamment du point de vue de la recherche. Dans le fond, là, on voit émerger là, de plus en plus là, peut-être des recherches quasiment terrain pour voir les impacts, les retombées, dans le fond, de tout ça. Puis, tu sais, j'ai lu récemment sur un blog là, de l'Université Laval qui a justement quelqu'un qui faisait une distinction entre la ludification, qu'on entendait beaucoup parler comme concept, puis on semblait vouloir pencher plus sur la ludicisation des apprentissages. Puis là, j'ai compris qu'il y avait comme un peu une différence, puis qu'il y avait comme une tendance à promouvoir un peu plus la ludicisation au profit de la ludification. Puis, tu sais, toi, je sais que je t'ai pisté un peu là-dessus. Puis, qu'est-ce que tu en as compris, justement, de cette différence conceptuelle, justement, dans cette intégration pédagogique? Oui. Je ne sais pas d'où est venue la transition vers un terme à l'autre. Qu'est-ce qui a mené à je ne sais pas si on peut dire l'invention du nouveau terme ludicisation, mais à force de lire là-dessus, moi, ce que j'ai compris, c'est que la ludification, le terme qui était plus utilisé à la base, ben ça implique l'intégration de mécaniques de jeu dans un domaine qui ne relève pas du jeu ou du jeu vidéo, peu importe. Et la ludicisation, on est plus dans adopter une attitude ludique, amener le plaisir d'apprendre, qui n'est pas axé principalement sur, on va dire, ma notion d'enseignement devient un jeu à vivre en classe. À la base, je me disais, ça doit être juste pour pas que je sais pas moi, les enseignants disent, je vais ajouter je vais donner des points, puis... des récompenses. Des récompenses, c'est ça. Puis bingo, j'ai une classe ludique. Mais à force de plus lire là-dessus, je me rends compte que c'est principalement la distinction se fait au niveau de la motivation. Les deux stratégies pédagogiques vont amener une motivation supplémentaire chez les élèves lorsque c'est bien fait. Mais au niveau de la ludification, on est beaucoup plus dans la motivation extrinsèque. Donc, comme on a dit, les points, les récompenses, les badges, ce qui est une très bonne mécanique de jeu. Par contre, c'est une erreur d'amener que ça, quand on veut ludifier, parce que ça a ses limites. À un moment donné, les récompenses, ils perdent un peu de leur importance ou de leur pertinence quand ils sont juste lancés comme ça dans le vide sans intention quelconque. Au niveau de la ludicisation, on va essayer de mobiliser la motivation intrinsèque, ce qui est vraiment plus pertinent, je pourrais dire, dans une perspective d'éducation. On veut que nos élèves ils soient des apprenants parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils savent pourquoi ils doivent apprendre. Puis mes lectures m'ont amené à voir un peu quatre éléments clés qu'on veut retrouver, soit individuellement ou dans un beau lot. Là. Dans le fond, c'est les lectures de Andrzej Marszewski, je veux bien le prononcer, un Européen. Donc lui, il a résumé avec les études qu'il a lues et tout ça, au terme RAMP, R-A-M-P, que je vais traduire en temps réel. Vas-y. Donc, la motivation intrinsèque va être mobilisée lorsque, par exemple, les apprenants ou on va dire les joueurs vont retrouver un élément de relatedness, donc le sentiment d'appartenance, de parenté, si on le traduit mot pour mot. Ensuite, le A, c'est pour l'autonomie. Le M, c'est pour mastery, donc le sentiment d'être compétent ou de développer une compétence, de s'améliorer. Puis le P, c'est le purpose, donc l'objectif, avoir pourquoi je fais quelque chose, sentir que je sais pas, moi, j'ai réalisé une quête, par exemple, faire quelque chose qui est plus grand que soi, participer à une expérience, ou tout simplement avoir un objectif à accomplir. Bien, ça, c'est des éléments qui, individuellement ou ensemble, là, vont pousser quelqu'un à se mobiliser dans une tâche ou dans une expérience. Donc, ça, ces quatre éléments-là, mais c'est quatre éléments qu'on peut retrouver dans une bonne planification d'enseignement, des tâches qui vont mobiliser ça chez nos élèves. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on va essayer de plus miser sur la ludicisation. Ceci étant dit, moi, je ne serais jamais fâché. J'essaie moi-même de faire la transition de parler de ludicisation maintenant, mais je ne serais jamais fâché après quelqu'un qui me dit qu'il veut ludifier son enseignement.
dans ma tête, c'est un peu comme si la ludification, c'était le terme global qui englobait la ludification en soi, avec la motivation extrinsèque, puis la ludicisation qui est au niveau de la motivation intrinsèque. Ah, très intéressant. Puis ça montre justement qu'à force de l'intégrer, dans le fond, moi, j'aime bien de dire, d'en faire un certain détournement pédagogique, tu sais, comme quasiment les concepts se placent, les intentions, justement, pédagogiques, puis la qualité des retombées, dans le fond, chez les élèves, parce que c'est ce qu'on veut, dans le fond, au final. Puis de ce que je retiens de ces 4 éléments-là, on favorise beaucoup l'aspect de l'engagement, finalement, de l'élève dans son apprentissage et comment la ludicisation peut aider, dans le fond, à stimuler l'engagement de l'élève dans ses propres apprentissages, dans le fond. C'est ça, exact, parce qu'à la base, la ludification, quand on parlait d'intégrer des mécaniques, pourquoi on veut intégrer des mécaniques de jeu dans un domaine qui n'est pas du jeu? Bien, c'est parce qu'il faut se demander à l'inverse, pourquoi, par exemple, j'ai de la misère à... on va prendre une tâche typique qui n'est peut-être pas la plus motivante pour les élèves. Nos élèves qui réussissent bien vont la faire. Hein. Ils ont cette motivation intrinsèque-là. On dirait qu'ils savent que c'est pertinent pour leur apprentissage de faire ça, même si on ne leur explique pas pourquoi. On devrait l'expliquer. On prend la tâche là, banale, puis moins amusante, la poutine de notre quotidien d'enseignement, par exemple. Bon. Je reviens à mes élèves qui réussissent bien. À l'inverse, on a toujours des élèves qui, eux autres, ils ne sont pas engagés. Puis on se dit, voyons, il ne veut pas apprendre. Ou souvent, c'est comme... Mais en réalité, dans ces élèves-là qui sont désengagés par rapport à la tâche, on pourrait les mettre devant un jeu de société ou plus souvent un jeu vidéo. Puis ils vont être capables de rester concentrés, rester engagés pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Même des fois, il faut dire, là, c'est assez. Il faut mettre des limites. Oui. Bon, mais pourquoi? Qu'est-ce que les jeux font de bien pour être capable de capter l'attention puis de la maintenir pendant une aussi longue période de temps puis garder le joueur engagé activement? Bien, c'est ça que la ludification essaie de démystifier, c'est d'aller décortiquer un peu ce qui fonctionne bien dans l'univers du jeu pour l'appliquer dans d'autres univers, question que ces autres univers-là soient tout autant engageants. Fait que oui, on veut engager nos élèves dans une tâche, mais en réfléchissant à qu'est-ce qui marche bien ailleurs, on est capable de s'en inspirer pour rendre notre enseignement, notre milieu de l'éducation aussi motivant puis engageant. Puis tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser de certains éléments que j'avais regardés il y a plusieurs années sur la communication, le marketing. Oui. Puis on sait que la ludification est de plus en plus présente dans cet univers-là de communication et même particulièrement de marketing. Puis avec le marketing numérique, je pense que c'est encore plus facile jusqu'à un certain point d'être créatif à travers ça. Puis tu sais, il y a un concept de base en communication par marketing qui, là, c'est l'acronyme AIDA, A-I-D-A. Puis tu vois, ça revient un peu au même élément. Tu sais, c'est A, c'est l'attention. Oui. Puis un coup que tu as l'attention, il faut que tu suscites l'intérêt. Qui est le I. Le D, c'est après ça comme que cet intérêt-là se transforme en désir. Puis, ce qui est le plus dur en marketing, c'est de faire générer le dernier A qui est l'action. C'est que là, tu vas poser une action. Puis là, si on fait un détournement pédagogique de ce principe-là, c'est de dire que l'action devient comme cet engagement dans la tâche, dans le fond, dans les apprentissages. Fait qu'on voit qu'il y a une espèce de parenté à travers ces mondes-là qui revient encore à cet élément d'engagement-là. Fait que pourquoi pas s'inspirer de ces stratégies-là pour susciter un engagement positif qui est comme un peu la clé, dans le fond, pour des apprentissages qui vont être efficaces puis qui vont être durables à travers ça. Si tu avais, Samuel, à donner un conseil à quelqu'un qui dit « Ah oui, tu sais, moi, j'aime jouer dans ma vie personnelle. » Puis je me dis comment, moi, la ludicisation, ça m'interpelle. Tu les conseillerais de commencer par où? Quel serait le premier pas peut-être à faire pour comme un peu s'initier au monde de la ludicisation des apprentissages? Oui, ben c'est de commencer par des petits bouchées. C'est sûr, moi, tantôt, je parlais d'avoir fait le saut total à ludiciser une année, moi, c'était une demi-année scolaire complète, mais je l'aurais fait sur une année scolaire complète si mon contrat l'avait permis. Mais je ne conseille pas ça. Tu sais, ça demande du temps. Puis on ne veut pas s'ajouter du temps. On veut juste faire autrement, faire mieux même. Fait que je dirais, partez d'une
d'une activité pédagogique que vous maîtrisez déjà bien, un sujet qui vous passionne, puis essayez de repérer les 4 éléments dont on parlait tantôt. Est-ce que j'ai une activité qui va aller cocher une ou certaines cases qu'on a nommées, là, par exemple L'appartenance, autonomie. Peut-être plus principalement autonomie. Ouais. J'aimais bien le sentiment de compétence. Compétence, c'est ça, de développer, juste de voir, d'être capable de remarquer son amélioration au sein d'une activité ou d'un projet. Bref, essayez de repérer ça. Puis après ça, ben là, c'est peut-être de juste y ajouter une petite épice. C'est là qu'on va peut-être aller plus se concentrer du côté de la ludification, puis aller voir, ben, par exemple, est-ce que par exemple, je sais pas moi, une notion d'histoire. Est-ce que je peux prendre le personnage historique puis faire vivre cette époque-là ou amener à la vie ce personnage-là en classe? Puis là, d'enrober tout ça, de faire, de dire, par exemple, les élèves deviennent des personnages de cette époque-là, puis là, puis ils ont une mission qui va ressembler à celle qu'ont vécu les gens qui vivaient cette époque-là et tout. Après ça, ben, est-ce qu'on peut ajouter, ben, c'est ça, un petit système de compétition entre équipes ou de collaboration vers un point en commun, un objectif en commun. On peut mettre un compte à rebours pour certaines étapes. Oh, là, ça nous dit qu'il faut avoir terminé avant tel moment. Là, ça, c'est engageant. Fait que c'est de voir ça simple, d'essayer, d'expérimenter. Puis à partir de là, ben, on s'ajuste, puis on construit là-dessus. Oui. Donc, prendre, tu sais, puis j'avais pris une note là-dessus un petit peu plus tôt dans la discussion, se donner le droit de prendre le risque de faire quelque chose, puis d'être au moins solide, comme tu le conseilles un peu, à partir de quelque chose qu'on maîtrise un peu déjà, puis d'y ajouter un petit quelque chose de partir de la page blanche. C'est ça, exact. D'où l'important, c'est ça, de partir, je pense, d'une activité qui est déjà maîtrisée ou avec laquelle on est à l'aise, parce que ben, ça peut faire peur de se lancer là-dedans, ou dans n'importe quelle nouvelle stratégie pédagogique, ça peut faire peur de se lancer. Fait que commencez un petit peu dans vos pantoufles, puis à partir de là, sauter dans le vide. Absolument. Est-ce que tu as des espèces de conseils, pièges à éviter quand on se lance? Là, tu conseilles quoi là, à ce moment-là? J'en ai parlé un petit peu tantôt quand j'expérimentais au début. Bon, ça peut être bien dans une journée d'école de dire on prend des petites pauses dans lesquelles on ferait du jeu de rôle, mais si on veut vraiment faire de la ludisation, ça implique de le faire dans des activités d'apprentissage. Fait que le numéro 1, c'est évidemment de garder en tête son intention d'apprentissage. Il faut tout le temps que l'objectif pédagogique soit au centre comme dans n'importe quelle activité que vous faites en classe. Il faut que ça soit clair pour vous, pour les élèves. Fait que ça ne change pas. Fait que si on a une activité qui est faible pédagogiquement, bien, ça ne sera pas meilleur avec la l'utilisation. Donc, toutes les décisions qu'on prend doivent quand même être centrées là-dessus. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est de ne pas avoir peur du bruit de langue. Tu sais, être engagé dans une tâche, être motivé, bien souvent, ça amène de l'excitation, ça amène des discussions, puis ça peut faire peur, ça, quand on a une gestion de classe qui est peut-être plus stricte ou quoi que ce soit. Mais moi, je vous dis, faites confiance à vos élèves si votre activité est solide, puis que les éléments sont là pour qu'ils soient motivés. Bien, c'est sûr que votre environnement va être bruyant. Bien, fermez votre porte de classe, puis laissez-les vivre là-dedans. Ça va être le fun, ça va avoir des belles retombées. Puis, je dirais aussi, permettez-vous d'avoir du fun aussi. Tu sais, si j'ai l'air stoïque, puis que les sourcils froncés en regardant mes élèves avoir du fun, ça se peut que le niveau de plaisir diminue. Tu sais, embarquer là-dedans, riez, célébrer avec vos élèves, c'est ça l'attitude ludique, puis ça va vraiment contribuer au plaisir d'apprendre si la personne qui est devant le groupe a du plaisir aussi à vivre cette activité-là. Sinon, ben, on a déjà parlé, mais la prise de risque, lancez-vous. Je pense que ça prend une première fois, puis on peut se permettre de se planter, surtout si vous avez bien construit votre activité. Il va y avoir quand même eu une intention pédagogique, puis ça ne sera pas, comment je dirais ça, vous ne détruirez pas des apprentissages. OK, peut-être qu'on va devoir récupérer quelques éléments si jamais ça n'a pas fonctionné, mais au moins vous aurez essayé, puis vous aurez quelque chose sur quoi construire. Ça, je pense que c'est important de le faire. Puis réseauter, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, essayer de s'inspirer de ce qui se fait déjà dans d'autres milieux d'éducation. Je pense que ça peut être très inspirant. Absolument, absolument. Puis là, depuis peu, tu as changé un peu de posture. Donc, tu as été enseignant primaire. Puis là, maintenant, tu vis une tâche de conseiller pédagogique.
Est-ce que tu as eu la chance jusqu'à maintenant de voir des profs qui, justement, là, se sont mis dans cette prise de risque et puis d'essayer d'apporter un petit quelque chose de ludicisant, si on peut dire, dans leur enseignement? Bien, je commence à avoir des échanges avec des collègues, oui, qui s'y intéressent, qui veulent juste savoir un peu plus c'est quoi. Puis j'ai eu quand même des échanges intéressants, mais j'ai à l'école où je travaille à l'externat Saint-Cœur-de-Marie au primaire, j'ai deux enseignants d'éducation physique, je vais les nommer, là, Kevin Drouin, Thomas Côté, qui sont vraiment géniaux. Là. C'est des excellents profs on voit qu'ils ont à cœur leur matière, mais aussi le plaisir d'apprendre. Puis eux, ils se sont lancés un très gros défi. Là. Ils ont voulu... ils trouvaient... Parce qu'en éducation physique, souvent, naturellement, c'est un peu plus ludique. On est plus dans le plaisir d'apprendre. On apprend par le jeu sportif, mais quand même. Puis, eux autres, ils trouvaient qu'il y avait comme une trop grosse coupure entre la 4e année et le début du 3e cycle au primaire. Je trouvais que ça devenait un peu trop sérieux. Okay. Là, quand ils ont entendu que j'avais cette expertise-là, on en a parlé, puis on en est venu à créer le projet où on est en train de ludiciser le 3e cycle au complet. Okay. Fait que là, notre direction a été géniale. Ils nous ont permis de les libérer à raison de 10 rencontres dans 10 journées complètes dans toute l'année. Puis c'est des journées de travail qu'on prend ensemble. Puis on est en train de monter ce projet-là. Là, on est dans on vient de passer la mi-chemin. Fait qu'on est en train de voir ça se construire. Fait qu'il y a toute une grande thématique qui va suivre les élèves pendant tout leur 3e cycle. Ils vont avoir... on a découpé les séquences d'enseignement en espèce de quête ou de thématique, de sous-thématique, si on veut, avec des objectifs. Ça va vraiment être trippant. Là. Ça, c'est vraiment motivant à faire. Fait que j'avais peur en quittant l'enseignement de perdre un peu ce petit bonbon-là que j'avais. Mais finalement, je me rends compte que j'ai la chance d'inspirer les autres, mais aussi de continuer de faire vivre ça par mes nouvelles responsabilités. Là. C'est vraiment le fun. Très intéressant. Puis, tu sais, dans ce que tu racontes, je note l'importance d'une bonne planification, dans le fond, en amont, hein, dans le fond, de toute intégration comme ça. Là, puis ça, on en revient à des bonnes pratiques, dans le fond, en enseignement, de toute façon. Là, bien planifier, comme tu disais tantôt, revenir à son intention d'apprentissage. Puis, tu sais, ce qu'on voit passer de plus en plus, puis on a déjà discuté ensemble de voir comment, tu sais, on commence à en entendre parler un petit peu plus là, de cette intégration-là, là, de l'utilisation des apprentissages. Puis on entend parler comme, ben là, dans ce cas-ci, tu nous donnes des exemples du primaire, mais on entend parler au secondaire. Tu sais, je pense à tout le travail que Mathieu Beauséjour a fait là, dans ses classes d'univers social, en histoire particulièrement, intégrer du jeu vidéo là-dedans, puis de faire un genre de détournement pédagogique. Ça, c'est intéressant. On en entend parler du côté du collégial aussi. Oui. On a des chargés de cours qui s'intéressent à ça à l'université aussi pour voir comment on peut intégrer l'utilisation, parce que je pense qu'il y a un beau potentiel avec le numérique, même dans des contextes à distance, hybrides et tout ça. Fait que je pense que c'est un sujet qu'on va entendre parler de plus en plus. Tu as participé à une mise à jour de nos ressources, puis j'ai quasiment tendance à dire qu'il va falloir faire des mises à jour fréquentes. Je pense aussi, oui, parce que juste en la faisant, tu sais, c'est un chantier qu'on a étiré quand même sur... beaucoup de temps. On a mis, avec toutes sortes d'événements qui sont arrivés. Hein, ça, c'est, pandémie et tout. Cadre 21 aussi a été très effervescent. Fait qu'il y a eu toutes sortes de chantiers. Mais bref, ça a fait en sorte que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Puis on dirait que, d'un sens, ça a été bénéfique. Ça a permis de prendre beaucoup de recul puis de bonifier. Mais on dirait que là, on arrive au moment où la mise à jour est terminée. Puis on dirait qu'on pourrait encore faire une mise à jour. Fait que c'est très bon signe dans le sens que ça veut dire que c'est une pratique qui est de plus en plus documentée puis qui est de plus en plus présente sur le terrain. Fait que ça, c'est génial. Puis j'invite, tu sais, s'il y en a au Québec qui font ça dans les niveaux supérieurs, comme tu mentionnais, au collégial, à l'université, partagez vos pratiques. Oui. Dites-nous comment ça se passe pour vrai dans vos milieux éducatifs, parce que ça va être de un bénéfique pour tout le monde, mais c'est aussi qu'on soit capable de détacher le ludique de l'enfant. Parce que si je reprends mes 4 éléments de tout à l'heure, c'est de la motivation intrinsèque, c'est pas du jeu. Fait que c'est juste que ces éléments de motivation-là se retrouvent dans le jeu, mais ils se retrouvent aussi dans nos milieux éducatifs. Donc, tout le monde peut s'en inspirer. Fait que s'il y a des belles pratiques qui se font, bien, j'espère que les gens vont pouvoir les partager puis que ça va favoriser la décortication, si on veut, la l'utilisation, mais surtout le partage de cette expertise-là. Puis ça va être mieux connu, donc mieux aussi utilisé. Là. Absolument.
Puis ça me rappelle justement le dossier, le petit dossier thématique sur la ludicisation auquel on a participé avec l'école branchée, qu'on retrouve encore sur le site web, qu'on peut aller voir. D'ailleurs, il y avait des éléments auxquels tu as participé. Je me souviens aussi qu'Alexandre Chenette aussi avait présenté de ses ressources, puis on invite à aller voir de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a-tu d'autres éléments auxquels tu penses qu'on peut aller s'intéresser pour faire sa veille un peu sur la ludicisation? Oui, outre les éléments que tu as mentionnés, c'est sûr qu'il y a des livres, des chaînes YouTube qu'on peut explorer, puis des balados aussi. De mon côté, ce que je vais chercher, c'est sûr que c'est plus du côté anglophone. Il y a comme évidemment, il y a plus de gens qui parlent anglais, donc il y a plus une multitude de ressources qui existent. Mais je peux nommer quelques noms, là, Michael Matera, John Meehan, Scott Ebert. Juste à ces trois-là, vous avez déjà plusieurs ressources. Ils ont des livres que vous pouvez regarder. Il y a des balados. Mais la série, par exemple, Like a Pirate, là, des livres Teach Like a Pirate, Play Like a Pirate, Explore Like a Pirate. Ça, c'est un bon trio de départ, je dirais. Vous pouvez les prendre individuellement ou en lot. Dans tous les cas, vous allez avoir accès à quand même des bonnes ressources. Les chaînes YouTube de Michael Matera, John Meehan, c'est deux pédagogues qui sont très, très investis dans cette stratégie pédagogique-là, mais qui partagent énormément aussi. Fait que vous pouvez voir concrètement de quoi ça a l'air. Puis sinon, monsieurchenette.com, Alexandre Chenette, sur son site, il y a des ressources, dont sa présentation Geniali, qui est comme une bonne ressource francophone. Là. Enfin, il a bien résumé ce qui est disponible partout en anglais. Fait que ça peut être une bonne porte d'entrée, je pense. Mais sinon, cherchez le terme, ludicisation, enseignement. Il y a des recherches de plus en plus aussi en français. Je sais que Margarida Romero, là, qui a fait l'année dernière, si je ne me trompe pas, un document de recherche sur la ludicisation. C'est un peu là que le terme a commencé à apparaître d'ailleurs. Là. Donc ça peut valoir la peine d'explorer aussi. Mais chercher, ça mène à toutes sortes de portes d'entrée qui mènent à de plus en plus de ressources. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres secrets que ça, en fait. Vraiment un sujet, un angle, dans le fond, de l'enseignement et de la bonification des apprentissages qui est à explorer puis à mettre, dans le fond, dans sa veille en éducation. Merci infiniment, Samuel, d'avoir partagé ta passion avec moi aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Merci à toi. Pourquoi devrais-je m'intéresser à la ludicisation des apprentissages? Cette discussion avec Samuel a mis en lumière 4 éléments clés qui tournent autour de cette stratégie et qu'on recherche avec nos élèves. L'engagement, l'autonomie, la collaboration et des objectifs. Et pour partir du bon pied dans sa planification, il suggère de commencer par une activité d'apprentissage qu'on maîtrise déjà pour repérer ces éléments clés recherchés. Samuel souligne l'importance de garder l'intention pédagogique au centre des activités ludifiées, tout en encourageant à ne pas avoir peur de l'intensité qui peut s'en dégager. Je retiens également d'explorer le potentiel de la ludicisation avec le numérique et dans des contextes d'enseignement à distance. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Ludicisation des apprentissages, disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt! Cet épisode a été enregistré dans le cadre du colloque des leaders pédagogiques de la Fédération des établissements d'enseignement privé, avec la collaboration technique de nos amis de l'équipe d'Escouade Multimédia.